Bonjour, le 15 septembre, c'est le jour mondial du cancer de l'enfant. En France, c'est plus de 2300 nouveaux cas qui apparaissent chaque année. Aujourd'hui, septembre d'or, mois du cancer pédiatrique, nous avons posé nos caméras ici, à l'hôpital des enfants. Professeur Ducassou, docteur Anne Notz-Carrère, nous font l'honneur de l'accueillir. Professeur Ducassou, Anne Notz-Carrère, merci de nous recevoir. Professeur Ducassou, qui êtes-vous? Bien écoutez, je suis pédiatre, je suis onco-hématopédiatre, j'ai fait ma formation à Bordeaux et je suis parti ensuite pour des études à Strasbourg. Je suis revenu maintenant depuis 2011 et je me suis particulièrement impliqué dans tout ce qui est recherche clinique, c'est-à-dire le développement de protocoles autour des traitements pour les cancers de l'enfant. Et c'est ce que je continue à faire ici, on aura l'occasion sûrement de l'aborder plus tard. Docteur Notz-Carrère, alors vous, comment êtes-vous arrivé à la médecine? Alors, une vocation, une envie depuis toujours de soigner et particulièrement les enfants dès le départ. Ensuite un cursus scolaire qui m'a permis d'y parvenir et des études que j'ai fait entièrement à Bordeaux, donc une faculté de médecine, un diplôme de pédiatre et ensuite une surspécialisation en oncologie pédiatrique. Pourquoi, pour tous les deux, pourquoi vous choisissez le cancer de l'enfant? Alors, comme je vous le disais, mon choix premier, c'était la pédiatrie. Et puis après, dans la pédiatrie, quand vous faites vos études en centre hospitalier universitaire, vous passez dans différentes surspécialités. Et beaucoup de surspécialités sont consacrées à un organe, gastropédiatrie, pneumopédiatrie. Et finalement, l'oncopédiatrie, ça reste une surspécialité qui est rattachée à la personne entière et non pas à un organe. Et je pense que c'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette spécialité. On reste dans la prise en charge globale d'un enfant qui a un cancer, où que soit le cancer, au niveau de la moelle osseuse, du cerveau ou du rein. Et vous? Moi, pareil, alors effectivement, c'était la pédiatrie que je souhaitais faire. C'est pour ces raisons que je suis parti à Strasbourg à l'époque. Et ensuite, l'onco-hématopédiatrique, c'est le service. Quand je suis passé en stage, quand j'étais interne, ça m'a énormément plu pour différentes raisons. Le contact humain avec les patients et leurs familles. Le côté maladie chronique, finalement, puisque c'est des patients que l'on suit longtemps pendant le traitement et puis même maintenant, on pourra en parler dans l'après-traitement, et le côté aussi assez global de la prise en charge et de patients qui peuvent avoir de 0 à 18 ans. Et moi, c'était quelque chose aussi qui m'intéressait. Je ne voulais pas me cantonner à une tranche d'âge. Et puis le dernier point, c'était que je trouvais qu'il y avait vraiment une passerelle entre l'onco-hématopédiatrique et la recherche. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'est maintenant que je suis parti. Alors, votre service est un peu particulier. C'est un service qu'on va qualifier bicéphale. Pourquoi ce choix? Alors effectivement, je pense que vous voulez faire référence à la responsabilité de l'unité, à l'organisation. Voilà, tout à fait, oui. Alors effectivement, ce service, il a été créé, il a eu une âme qui était portée par une seule personne, le professeur Perel, jusqu'en 2018. Et quand cette personne est partie, s'est posé la question effectivement de la relève et de comment on voyait et l'organisation dans l'immédiat et les projets à porter. En réunion d'équipe, on a évoqué différentes possibilités et finalement a émergé cette possibilité de faire une co-responsabilité d'unité avec un travail en binôme vraiment collaboratif en tenant compte du domaine, on va dire, d'expertise et d'intérêt de chacun d'entre nous. Et il s'est trouvé qu'on était très complémentaires et que très naturellement, on a pu envisager cette coordination bicéphale, comme vous dites, avec donc pour ma part la responsabilité de tout ce qui est l'organisation du soin, de façon assez pragmatique et de façon structurée au niveau du service et également au niveau de la région. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Peut-être on va le détailler, je finis juste. Oui. Donc ça, c'est la partie structurée des soins. Et puis pour le professeur Ducassou, plutôt l'axe de recherche. Et l'axe universitaire, qui est plus large que la recherche. Oui, c'est ça, en fait, effectivement. Donc, je pars dans le soin, puisque je suis des patients qui sont en consultation, en hospitalisation de jour notamment. Et après, il y a toute la partie qui est universitaire, qui comprend à la fois la recherche dédiée au cancer de l'enfant
qu'elles soient translationnelles, cliniques ou fondamentales. On réexpliquera ça plus tard. Et puis l'enseignement, puisque je participe à l'enseignement, que ce soit au niveau local ou national, de la pédiatrie ou de l'oncohématopédiatrie respectivement. Alors, le fait qu'il y ait un professeur et un docteur, c'est une volonté, c'est un accident de parcours, c'est quoi? Non, c'est une co-construction. Nous avons chacun nos identités. Effectivement, le professeur Ducassou a choisi cette carrière hospitalo-universitaire avec cette part universitaire qui est très spécifique des CHU. Et pour ma part, c'était vraiment un choix de rester dans l'organisation des soins, dans la structuration, la collaboration avec tout un tas d'organismes, la relation avec les institutions, les usagers. Je pense que réellement, ce sont des missions différentes et complémentaires. Et le fait d'être deux, ça nous permet de partager et donc d'aller plus à fond dans chaque dossier. Je pense que la force de notre binôme, elle est là. C'est qu'on a du coup un peu plus de temps pour faire avancer les projets. Voilà. Donc c'est certainement une chance. Je disais tout à l'heure, en début de préambule, qu'il y avait 2300 nouveaux cancers d'enfants par an. Est-ce que c'est un nombre qui est en augmentation? Alors, globalement, on est aux alentours de 2500, mais depuis plusieurs années, il n'y a pas de franche augmentation. On a une répartition qui est de 1800 cancers de l'enfant entre 0 et 15 ans et 700 entre 15 et 18 ans. Donc effectivement, en oncohématopédiatrique, ça ne s'arrête pas comme la pédiatrie où on va à 15 ans et 3 mois. On va jusqu'à prendre en charge des patients de 18 ans. Et donc du coup, dans ce global, ça fait 2500 cas à peu près par an et un chiffre qui est à peu près stable sur les années qui ont découlé. Et on peut avoir un peu les causes de ces cancers. Est-ce qu'il y a des nouveaux cancers qui apparaissent? Il y a des cancers qui sont propres à l'enfant qu'on ne retrouve pas chez l'adulte, des cancers qui sont propres à l'adulte qu'on ne retrouve pas chez l'enfant. Des nouveaux cancers en soi, non, comment dirais-je, le diagnostic et la définition de certains cancers évoluent en fonction des progrès de la médecine et de la recherche pour les classifier. On n'a pas vraiment de nouveaux cancers. Quant aux causes des cancers, ça reste encore pour bien des cas une énigme. Il y a des causes qu'on dit constitutionnelles, familiales, avec des histoires familiales de cancer. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas de cause. Et c'est une des premières questions que posent les parents. Pourquoi? Et c'est une des réponses que bien souvent on n'a pas. Alors, pour les traitements, on parle de plus en plus de vaccins. On parlait encore ce matin du vaccin Tedopi. On parle aussi du vaccin contre le papillomavirus. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui amènent vers la guérison? Alors, les vaccins qui amènent vers la guérison dans le cadre du cancer de l'enfant, ça n'est pas d'actualité. Le vaccin dont vous parlez, l'HPV, est un vaccin qui est prophylactique plus, qui a pour objectif d'éliminer un virus, qui est le papillomavirus, qui est lui-même responsable du développement des cancers du col utérin notamment. Donc là, il y a un travail qui est fait en collaboration entre les pédiatres et les gynécos et qui est un problème de santé publique. L'objectif étant d'éliminer à terme ce papillomavirus qui fait un facteur de susceptibilité aux développement des cancers du col. Et après, tout ce qui est vaccination dans le cadre de la stimulation du système immunitaire et du coup de la lutte contre les cancers. En pédiatrie, c'est vraiment des préambules qui sont plus de la recherche fondamentale pour l'instant. Il y a eu 1 ou 2 protocoles qui faisaient état des lieux de l'utilité potentiellement de certains vaccins dans la prise en charge des cancers particulièrement réfractaires. Pour l'instant, ça n'a pas été développé à plus grande échelle et les essais qui existent sont extrêmement rares et de phase qu'on appelle très précoce, donc pas encore du tout généralisée. Alors, en revanche, le vaccin contre le papillomavirus est efficace. Et à quel âge on doit l'injecter aux enfants? Garçons, filles? Alors le schéma, il est fixé par les autorités de santé, il est bien connu de tous les pédiatres. C'est effectivement une prévention qui a lieu pendant l'âge pédiatrique pour un cancer qui ne se développera qu'à l'âge adulte, on est d'accord. Effectivement, les recommandations, c'est maintenant de l'inclure et de le proposer de façon la plus large possible. Initialement, c'était un peu plus sur les filles, mais maintenant, on est beaucoup plus sur une prévention et filles et garçons. Ça serait le seul moyen d'éradiquer complètement ce virus. Et c'est un vaccin qui se fait en plusieurs doses? Alors ça dépend de l'âge. Quand on le fait assez précocement, on peut se contenter d'une dose. Quand on le fait un petit peu plus tard, on préfère faire 2 doses. Il faut le faire avant les premières relations sexuelles ou ça peut être fait après? L'idéal, effectivement, c'est avant toute relation sexuelle, puisque l'idée, c'est
de donner une immunité aux patients avant qu'ils rencontrent le virus, effectivement. Après, on propose un peu des doses de rattrapage chez les très jeunes adultes, en fonction des situations. Ça, c'est à l'appréciation de chaque médecin. Et là, les pédiatres, ils sont bien informés pour... Oui, c'est quelque chose qui est bien diffusé, qui a été... toutes ces recommandations ont été faites en collaboration entre les sociétés de pédiatrie, les sociétés d'infectiologie. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été... Et aujourd'hui, les enfants sont bien vaccinés là-dessus? Alors ça sera évalué dans les années à venir. C'est une vaccination qui est proposée depuis relativement peu de temps par rapport à toutes les autres. Ça se fait de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme thérapie ou thérapeutique? C'est quoi la différence entre thérapie et thérapeutique? Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des thérapies qu'on dit ciblées, c'est-à-dire qu'ils vont aller juste sur une anomalie particulière. Et les thérapeutiques, c'est plus global peut-être. C'est plus global, on va dire, éventuellement, si on fait une nuance déjà. Alors, comment vous voyez le futur de la lutte contre le cancer de l'enfant? Sur les dernières années, on a eu des améliorations sur les dernières décennies qui sont maintenant... qui ont conduit à une optimisation probablement des chimiothérapies connues qu'on avait, une optimisation des soins de support. Alors comment on voit l'avenir? Par l'amélioration encore de certaines choses ayant pour but d'améliorer le vécu et le confort des enfants lorsqu'ils sont pris en charge pour un cancer. Et après, comment on voit l'objectif? L'objectif, c'est d'atteindre le Graal des 100% de guérison qu'on n'a pas encore aujourd'hui, probablement par le développement de nouvelles thérapeutiques avec une composante non seulement de jouer sur les cellules du cancer, mais aussi, et c'est ce qui s'est beaucoup développé notamment chez l'adulte, tout ce qui est le système immunitaire ou micro-environnement, ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral, c'est-à-dire ce qu'il y a autour du cancer, qu'on essaye de comprendre de mieux en mieux parce que le cancer arrive à échapper à nos gardes du corps, à nos systèmes, on va dire, de protection. Donc l'idée est probablement de aussi renforcer tout ça. Et l'avenir, c'est d'atteindre les 100%, qu'on n'ait plus de travail un jour. Alors, on parle du cancer, mais le cancer, c'est quoi exactement? Bon, on pourrait définir le cancer comme un accident de la vie cellulaire. Voilà, nous sommes des organismes vivants, nous sommes composés de cellules. Nos organes sont composés de cellules et ces cellules, elles ont une programmation pour être fonctionnelles et de temps en temps se diviser pour assurer le renouvellement de nos tissus. Et finalement, le phénomène cancer, c'est qu'à l'occasion d'une division cellulaire qui devrait se passer de façon très tranquille, il y a un accident. Et cette division se produit mal, les cellules filles sont dérégulées et finalement ont perdu et leur capacité fonctionnelle et leur capacité de mort programmée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la cellule elle sert à quelque chose puis elle s'arrête. Donc ces cellules, elles sont complètement dérégulées, elles passent leur temps à se diviser et c'est cette division incontrôlée de cellules qui amène à une vraie masse tumorale et qui constitue le cancer. Et là, le cancer, on le détecte à partir de combien de cellules ou il faut attendre avoir un gros amas de... Oui, la façon de pouvoir détecter un cancer, c'est ça arrive malheureusement quand il y a suffisamment de cellules pour que ça se voit. Donc cliniquement, ça peut être effectivement une masse ou bien la masse en elle-même ne se voit pas ou ne se palpe pas, mais elle comprime, donc elle donne des conséquences. Et pareil au niveau de la moelle osseuse, puisque les leucémies sont quand même les cancers les plus fréquents chez l'enfant, c'est quand la multiplication des cellules arrive à une masse tellement importante que ça gêne le bon fonctionnement de la moelle osseuse qu'on s'en aperçoit. En général, ces signes sont donc des signes un peu indirects liés à un certain volume tumoral, effectivement. Alors pour le cancer donc, du sang de l'enfant, ça se guérit facilement? Donc, les cancers du sang, les leucémies aiguës de l'enfant, c'est des maladies qui ont globalement un bon pronostic avec une survie globale qui est au-delà de 85%, mais c'est une survie globale, ce qui veut dire qu'au sein d'une même entité qu'on appelle une leucémie aiguë, vous avez énormément de sous-familles avec chacune des caractéristiques propres qui dépendent à la fois des critères au moment du diagnostic, que ce soit l'âge de l'enfant, le type de leucémie, et puis aussi de la réponse au traitement. Et quand vous parliez tout à l'heure d'avenir, quel est l'avenir des cancers? Un des avenirs, c'est probablement d'améliorer la détection infraclinique des cancers ou éventuellement des traces de maladies qui pourraient permettre d'anticiper certaines rechutes ou des choses comme ça, ce qui est fait particulièrement dans les leucémies aiguës, dans ce qu'on appelle des poussières de maladies qu'on
appelle scientifiquement la maladie résiduelle et qui essaye de plus en plus de le développer dans les cancers cellulaires. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le cancer, c'est un accident de cellules. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de faire des prises de sang régulières, préventives, pour dire tel... Non, non. On comprend qu'on aurait envie de ça, de se dire, tiens, de temps en temps, je fais une prise de sang, je sais si j'ai le cancer ou pas. Non, ça n'est pas possible. Alors, ici, vous avez donc un service très particulier, service de pointe. Vous êtes unique en France ou quasiment? Unique. Nous faisons partie des 30 centres qui sont labellisés pour pouvoir s'occuper du cancer chez l'enfant en France. Et alors, pour fonctionner, vous avez donc besoin d'avoir des budgets d'État? Oui, bien sûr. Qui sont souvent en diminution. Comment vous faites pour pallier cette difficulté? Alors, pas forcément en diminution. C'est la quantité des choses à faire, la lourdeur des lignes de traitement. On a des traitements pour une première ligne. Si un enfant rechute, on va reproposer des traitements. Donc ça, effectivement, c'est en augmentation. Donc on a de plus en plus de choses à faire. On aimerait de plus en plus se faire du bien-être aussi autour de la prise en charge des enfants. Donc la tâche grossit, les budgets, ils essaient d'augmenter, voilà. Mais c'est quelque chose pour lequel nous avons plusieurs ressources, plusieurs, on va dire, niveaux de prise en charge ou d'aide. Donc tout ce qui est situé sur le soin propre de l'enfant et qui est assuré par notre institution. En France, on a une grande chance d'avoir une mise à disposition des soins pour tous les enfants de façon gratuite et très complète et très assumée par notre système de soins. Et tous les enfants y ont droit? Bien sûr, bien sûr. Tous les enfants y ont droit, tous les enfants sont pris en charge à 100% et tous les enfants ont la même équité d'accès aux soins où qu'ils habitent en France. Et c'est la force du réseau que constituent ces 30 centres d'oncologie pédiatrique. Après, il y a ce que l'on aime faire en prise en charge globale, en coordination de soins, est-ce que je peux déléguer certaines parties du traitement à des hôpitaux qui seraient plus proches du domicile des patients, parce que 30 centres en France, forcément, il y a des enfants qui habitent loin de ces centres. Donc tout cet ordre-là qui est de l'organisation des soins, de la coordination de la prise en charge globale, sociale, psychologique, c'est là qu'effectivement, il y a une partie des moyens qui est donnée par l'institution, que ce soit le centre hospitalier ou l'agence régionale de santé, qui nous soutient beaucoup par des financements fléchés sur certaines missions de coordination. Mais par rapport à ce que l'on voudrait faire de façon optimale, parfois il faudrait un petit peu plus, et c'est là qu'on est très aidé par le milieu associatif. Alors parlons-en un peu du milieu associatif. Il y a des associations, Lions Club ou autres, qui vous aident. Il y a d'autres, on peut faire la liste un peu de ceux qui peuvent vous aider? Alors, on a des partenariats réguliers avec la Ligue contre le cancer déjà, qui est un partenaire fort de nos actions. On a des partenariats avec des associations d'usagers qui en pédiatrie sont des associations de parents. Donc on a une association de parents vraiment attachée à notre service et qui aussi est un grand partenaire pour le quotidien de vie de nos malades à l'étage. Et puis après, on a un partenariat effectivement avec des associations qui vont, soit de façon ponctuelle, soit de façon régulière et suivie, nous soutenir. Donc il y a dedans effectivement les clubs services, le Lions étant le principal en ce qui concerne notre unité de Bordeaux, mais il peut y en avoir d'autres, les Kiwanis par exemple. Et puis on a des associations plus ponctuelles ou plus dédiées à certains projets, notamment au niveau de tout ce qui est sportif et culturel. Alors, l'enfant tombe malade, vous le recevez. Comment vous abordez la maladie avec l'enfant? Déjà, il y a un temps qui est un temps compliqué, qui est le temps de l'attente et du diagnostic. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, quand l'enfant arrive, alors nous, quand on arrive, ça apparaît, on arrive au bout d'un processus, parce que souvent, le cancer de l'enfant, c'est des symptômes qui sont banals et qui vont durer et qui vont amener à aller un peu plus loin. Donc finalement, on arrive dans ce contexte-là. Et après, une fois qu'on a la suspicion d'un cancer, il faut le diagnostiquer. Et il y a souvent un temps de latence entre le moment où on le reçoit et le moment où on a un diagnostic. Et une fois qu'on a le diagnostic, après, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le fait il y a les parents à qui il faut expliquer les choses. Il y a l'enfant également, avec un vocabulaire qui est adapté à chacun.
Et puis après, avant de toute façon le diagnostic, il y a la prise en charge globale de l'enfant. On en parlait au tout début dans nos vocations. Et ça peut être prise en charge de la douleur, prise en charge de la fièvre, prise en charge des symptômes de manque de glomérules rouges ou de plaquettes. Donc c'est tout ça la prise en charge de l'enfant avec des temps dédiés. Et il faut bien se dire une chose, c'est que quand on arrive dans le monde de l'onco-hématopédiatrique, on n'y est pas préparé. On ne l'attend jamais. Et le cancer de l'enfant, le cancer de l'adulte, on se dit que ça peut arriver. Le cancer de l'enfant, c'est souvent chez les autres et puis ça ne nous arrive pas à nous. Et donc je pense qu'il y a un temps de sidération dont il faut tenir compte et qui nécessite qu'on prenne les temps, mais pas qu'une fois. C'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ça dépend de chaque enfant et de chaque famille. Et ce temps qu'on doit leur accorder, ce n'est pas que nous les médecins, c'est aussi tous les intervenants autour de l'enfant qui sont paramédicaux, que ce soit les infirmières, les infirmières, mais également les psychologues, dans tous les à côté ou les assistantes sociales, parce que le cancer de l'enfant, c'est un bouleversement dans une vie. Et puis il y a aussi une fratrie parfois dont il faut prendre compte. Donc c'est une globalité qui prend du temps, qui nécessite du temps parce que tout le monde en a besoin. Il y a des paramètres humains, des paramètres humains qui ne sont pas protocolisés et qui nécessitent une adaptation à chacun et chacune. Alors, les cancers, malheureusement, ne sont pas tous guérissables. Comment vous faites l'approche avec l'enfant? L'idée, c'est de toujours garder un dialogue et une confiance. Donc, dès le départ du processus, que ce soit l'annonce, le suivi du traitement ou malheureusement quand il y a des rechutes ou des maladies qui sont difficiles à faire partir, c'est d'expliquer les choses. Hein, on est très attaché dans l'unité à une relation de confiance et avec l'enfant et avec ses parents, avec effectivement des entretiens réguliers, des explications qu'on essaie de faire les plus claires possibles pour que les gens comprennent où on en est, pourquoi on agit de la sorte, est-ce qu'on a encore des ressources, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce qu'on a la possibilité de freiner la maladie, pour l'instant de ne pas de la guérir mais de la freiner et peut-être qu'un jour un nouveau traitement sortira. Je pense que la clé de l'accompagnement des enfants et des familles, même dans les situations difficiles dont vous parlez, c'est un chemin qui assure de cette confiance. Nous sommes les médecins de l'enfant, nous avons les parents qui sont partenaires de soins, eux ils connaissent très bien leur enfant, nous on connaît très bien la maladie et les traitements et ensemble on est là pour accompagner le mieux possible cet enfant. Et quand ça se fait sur des situations qui sont difficiles, de maladies réfractaires et qui peuvent effectivement conduire encore de nos jours pour une petite partie des enfants, mais ça reste réel, au décès de l'enfant, c'est un processus qui est dans la continuité et qui avance progressivement avec chaque fois des entretiens qui essaient de faire cheminer les familles et de mettre en avant toujours un projet de soins. Le projet de soins, il est résolument curatif au début de la prise en charge. Et si ça devient difficile, le projet de soins, il est peut-être plus curatif, mais il est en tout cas qualitatif. Et même un enfant pour lequel on sait que la maladie malheureusement prend du terrain et qu'on n'arrive pas à la contrer, il reste un projet de vie. Et notre rôle, ça sera de travailler avec les parents. Où est et comment est faisable ce projet de vie? On peut, nous, par certaines thérapeutiques, freiner quand même l'évolution de la maladie, même si on sait qu'elle est toujours là, de façon à rendre une qualité de vie. Pour quel projet? Qu'est-ce qui fait plaisir à l'enfant? De quoi il a envie au jour d'aujourd'hui, dans la semaine qui arrive, dans le mois qui arrive? Et que peut-on mettre autour de cet enfant et de cette famille pour garder un projet de vie? Pour nous, c'est cette continuité jusqu'au bout qui est fondamentale. Notre rôle ne s'arrête pas à je prends en charge le cancer, je le guéris ou je ne le guéris pas. Je prends en charge un enfant, je fais tout ce que je peux pour le guérir. Et si j'y arrive pas, je suis toujours le médecin de l'enfant et je suis toujours là pour l'accompagner jusqu'au bout. Alors, comment on réagit lorsque l'enfant s'en va? Est-ce que c'est un échec pour vous? Non, enfin, en tout cas pour ma part, je ne pense pas il ne faut pas le considérer comme un échec à partir du moment où on a fait depuis le début, comme l'a dit le docteur Notz, sur établi une relation de confiance. De toute façon, on le sait, la médecine c'est tout sauf une science exacte. On ne parle jamais de guérir. Enfin, il y a aucune maladie qu'on peut dire on sait qu'on va la guérir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'aléas qui peuvent arriver. Et après, je pense que, effectivement, quand on rentre dans le mode du cancer, quelque part, on rentre dans quelque chose où on sait que potentiellement, à un moment donné, il va y avoir un échec, que le pronostic vital va être mis en jeu. Alors après, bien sûr que ce
qu'on voudrait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y ait 100% de guérison, qu'il n'y ait plus d'enfants, alors qu'il n'y ait plus de cancer, ça serait encore mieux, et que quand il y en ait, on sache tous les guérir. Pour l'instant, on n'y est pas. On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est qu'on y sera un jour. Après, je pense que, par contre, on doit apprendre de chaque échec, enfin de chaque décès, qui n'est pas forcément un échec, pour essayer de progresser. Pour essayer de comprendre à quel moment ça n'a pas été, à quel moment, quelle maladie a été réfractaire, et c'est ce qu'on essaye à travers la recherche ou autre. En fait, il y a deux, aujourd'hui, quand on regarde même pour l'hématologie pédiatrique, il y a deux situations. Il y a une par exemple, une qu'on a très bien guérir les enfants, et donc là, on essaye d'être dans des protocoles qu'on appelle de désescalade thérapeutique, où on essaye de diminuer les séquelles potentielles des traitements qu'on utilise. Et il y en a d'autres où on n'arrive pas à avoir des guérisons optimales, et donc on essaye d'amener de nouvelles choses et de comprendre mieux les maladies, et notamment celles qui échappent à ce qu'on connaît aujourd'hui et à nos traitements. Donc je pense et après, pour revenir sur votre question initiale, on réagit déjà de manière humaine, parce qu'on est tous des humains et qu'on n'est pas des robots, et qu'un enfant qui décède ne fait pas l'ordre des choses de la vie, puisque les enfants ne sont pas là pour survivre à leurs parents et pas l'inverse. Et après, je pense qu'on a la capacité d'être une équipe. On n'est pas qu'une tête bicéphale, on est une équipe avec d'autres médecins, avec d'autres intervenants. Et on a cette possibilité de parler entre nous, et la relation de confiance qu'on a avec les enfants, on l'a aussi entre nous. Et je pense que ça aussi, c'est important. Donc comment on réagit, parfois c'est en s'ouvrant entre nous et en discutant entre nous, de manière à pouvoir aussi partager les difficultés qu'on a pu avoir par rapport à ces situations-là. Oui, non. Oui, non, au fur et à mesure où j'entendais le professeur Ducassou, j'essayais de réfléchir. Effectivement, je pense que on peut concevoir que c'est un échec de la médecine en 2023. Après, nous, en tant qu'humains, il ne faut pas qu'on le vive comme un échec, parce que si on a donné le maximum de ce que l'on pouvait et savait faire, on peut vivre ça comme une déception, on peut avoir de la peine pour les familles, mais il ne faut pas qu'on le vive comme un échec, sinon on se remettrait vraiment tout le temps en question, et je pense que ça nuirait à notre solidité pour avancer pour les autres patients. Je pense que si on a le sentiment et la conviction qu'on a fait tout ce que l'on pouvait pour cet enfant, et c'est en ça que dans notre service, on essaie vraiment de réfléchir en équipe à diversifier nos projets pour offrir tout ce que l'on peut aux enfants à Bordeaux, les soins de première ligne, de deuxième ligne, les essais de phase précoce. Mais si on a fait tout ce que l'on pouvait en 2023 et que malheureusement le décès arrive, c'est un échec de la médecine, c'est pas forcément un échec de notre équipe, c'est une déception, mais l'importance de partager en équipe quand on a fait tout ce que l'on pouvait, et surtout si on a fait du qualitatif jusqu'au bout, on y est très attaché. Non, effectivement, c'est exactement ça. Quand je dis que ce n'est pas un échec, ça reste, en 2023, comme l'a dit le Dr Notz, mais l'équipe est très importante. Je pense qu'il ne faut pas... On a cette chance de travailler en équipe, et je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel de toute façon. Alors, vous, donc, tous les jours, vous côtoyez les enfants, vous avez des succès, malheureusement des échecs, des non-réussites, on va dire, non-guérisons. Comment vous faites, vous, pour, puisque vous faites partie des 35 centres qu'il y a en France, c'est ça, 30. Je suis un peu optimiste. Comment vous faites, vous, pour faire une liaison avec les autres centres, pour leur faire bénéficier de vos actions ou bénéficier des leurs? Comment ça se passe? Au niveau national, après, il y a la région et la nationale. Je pense qu'on travaille en réseau, et tous les centres sont organisés au sein de comités. En fait, on a des comités de pathologie qui nous permettent déjà d'échanger sur les pathologies, sur les protocoles qui sont en cours. Et puis, il y a, parmi ces 30 centres, on a 7 centres qui sont des centres qu'on dit labellisés un cas de phase précoce, c'est-à-dire qui ont reçu l'autorisation par l'INCa de faire des essais de phase précoce, c'est-à-dire de proposer des nouveaux traitements aux patients. Et puis, on a également des centres qui sont dans le cadre d'un réseau européen, qui sont à nombre de 12 en France. Donc, on a la chance, et c'était une des volontés du professeur Perel, qui était chef de service à ce moment-là, d'impliquer un peu plus Bordeaux au niveau national dans ce processus. Et du coup, on est effectivement le 7e centre à la DLZNK phase précoce, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à des thérapeutiques pour les patients de notre région et de notre interrégion. Et donc, finalement, on échange très régulièrement
au sein des 30, mais aussi au sein des 7 ou des 12, pour justement permettre que chaque patient du territoire national puisse avoir au maximum de la proximité possible de son domicile l'accès aux traitements qui pourraient être nécessaires. Et tous ces centres-là, les 30 centres, sont structurés au sein de ce qu'on appelle la Société des cancers de l'enfant, Société cancer et leucémie des enfants et des adolescents, qui est une société savante qui réunit tous les membres de ces centres-là. Donc effectivement, c'est très structuré et il y a ces fameux comités par pathologie. Il y a aussi des groupes de travail autour des réseaux de soins, justement comment pouvoir déléguer les chimiothérapies en proximité du domicile. Et là, on est beaucoup à échanger sur nos pratiques, à s'enrichir les uns les autres de ce qu'on a pu mettre en place. C'est fait en temps réel. Prenons le cas, par exemple, à l'enfant, vous avez du mal à comprendre un peu sa maladie. Est-ce que vous pouvez prendre le téléphone, appeler un confrère à Strasbourg pour dire j'ai ce problème, comment tu verrais la chose? Alors, on a effectivement des choses qui sont des moments très réguliers organisés qui s'appellent les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire, qui regroupent plusieurs établissements, plusieurs médecins spécialistes. On peut, sur une histoire difficile, réfléchir dans ces réunions-là, qui ont une fréquence très régulière, qui nous permettent de le faire. C'est un espace dédié. Et puis, si on a vraiment une situation très différente et singulière, entre ces réunions posées, évidemment, on peut tout à fait se contacter facilement, parce que c'est quand même un petit monde, ces 30 centres, on se connaît bien. Tout le monde se connaît donc. Là, dans 3 jours, il va y avoir un gros spectacle Corée Jazz. Donc, dans 2 jours, c'est la journée de l'enfant, du cancer de l'enfant. Vous entendez quoi de Corée Jazz? Alors, Corée Jazz, c'est une magnifique réalisation avec un partenariat qui est aujourd'hui dans sa 6e année. Il y a plusieurs aspects à ça. Effectivement, il y a d'abord l'organisation d'une manifestation coordonnée par le Lions Club, qui est une source de financement qui va revenir à notre unité pour nous aider à déployer tous ces projets. Mais c'est aussi effectivement une visibilité et une mise en avant de tout ce que l'on peut faire dans la lutte contre le cancer des enfants. Et cette médiatisation de la cause, elle est très importante pour donner de l'information qui soit la plus juste possible sur le cancer de l'enfant et sa prise en charge actuellement en 2023 en France. Donc toutes ces opérations qui sont dans le cadre d'un mois dédié à un type de cancer. On connaît très bien Octobre Rose, Mars Bleu. Il arrive Septembre en Or, donc le mois dédié à l'information et la communication autour du cancer de l'enfant. C'est pouvoir effectivement donner de l'information juste à grand public sur ce qu'est un cancer chez l'enfant, quelles sont les possibilités thérapeutiques, comment sont organisés les soins. Donc cette manifestation de Corée Jazz, c'est aussi l'opportunité de transmettre de l'information sur cette cause-là et du coup de mobiliser un peu les personnes sur cette cause-là et donner du sens à leurs dons, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important et qui est fondamental. Essayer de trouver des partenariats ou de faire venir des gens sur une manifestation en disant c'est pour le cancer de l'enfant. Il faut en 2023 aller un peu plus loin que ça et pouvoir assortir ça d'une communication écrite, audiovisuelle, humaine le jour J et donner du sens et d'expliquer vraiment si vous vous mobilisez aujourd'hui par votre venue physique, par l'achat de votre billet, c'est pour telle cause et voilà comment ça se passe dans la région. Et donc il y a à la fois cette dimension de Septembre en Or, journée du cancer, porter cette cause un peu devant le grand public et puis très concrètement ce que l'on fait ici, à quoi ça peut servir et comment s'organisent les soins et comment ce partenariat associatif il est important pour nous dans la qualité humaine du soin technique qui est offert par l'institution. On va prendre ces mots pour les mots de conclusion. Tout à fait. Merci à vous deux de nous avoir reçus. Écoutez, je vous souhaite plein de donateurs pour votre service. Dernier point, en général, l'ensemble des aides que vous recevez, ça correspond à combien de pourcentage de votre budget? Je ne parle pas de... Non, c'est trop difficile de répondre à cette question-là parce que tout ce qui est... Un sou est un sou, quoi.
Ah oui, alors les sources de financement qu'on peut avoir, quand on les a pour des projets tels que je vous les ai décrits, hein, d'augmentation de la qualité humaine et globale de la prise en charge, ils sont affectés directement là, ça c'est sûr. Après, vous donner un pourcentage du budget de fonctionnement, c'est impossible parce que je n'ai pas... D'accord. Mais ce sont des grosses sommes ou c'est des sommes relativement modestes? Alors, il y a tout... Tout confondu, je parle tout confondu. Tout sous est formidablement utile. Nous pouvons avoir, et c'est autant utile et précieux à nos yeux, la mobilisation d'un lycée professionnel où des étudiants ont vendu des petits prospectus le jour de la journée mondiale du cancer de l'enfant et ont ramené 150 € d'une action qu'ils ont menée, qui va être investie dans quelque chose, et je suis capable de le garantir. Et nous avons des actions qui ont été très amples, avec une fédération de beaucoup de donateurs particuliers la plus emblématique a été la rénovation et l'agrandissement de nos secteurs protégés, avec un budget global de 1 200 000 €, dont une grosse partie a été amenée par le CHU, mais une grosse partie a été amenée par les associations, et qui a amené à la concrétisation d'un budget de cette ampleur-là. Donc vous voyez que c'est très différent, mais tout est utile. La rénovation du secteur protégé, c'était formidable, mais avec 150 € pouvoir renouveler la cafetière qui sert à donner du bon café aux parents qui sont dans notre service et qui y habitent pendant 6 semaines d'affilée, elle est super utile aussi. Donc il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons super utiles. Sans eux, ça ne marcherait pas? Eh bien sans eux, ça marcherait moins bien. Ça serait moins facile. On ne va pas dire ça ne marcherait pas du tout. Mais ça serait moins bien, ça serait moins qualitatif, ça serait moins dans la durée. On peut toujours mettre en place une action, mais la faire vivre derrière. Voilà, ça nous permet de rester à un niveau de soins humainement complet. Et de prendre en charge la globalité de l'enfant, de la famille, de tout ce qui va avec, parce que voilà, il y a les traitements, mais il y a tout le reste autour, et Oui. on a besoin, pour fonctionner de manière optimale, et essayer d'être à 100% de ce qu'on peut faire en mieux, on a besoin du soutien de tous et toutes, et quels que soient les fonds qui soient récupérés. Donc on vous donne rendez-vous pour le 22 septembre Oh là oui. à la cathédrale de Péberlan à Bordeaux. Merci à vous deux, à très bientôt et merci d'être fidèles à Qui Télé.